dans les oreilles de Nathalie Selle-Guillard. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra en collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré. Je suis Nathalie Selle-Guillard et je suis alto dans le chœur d'Angers Nantes Opéra. Et je suis peintre également, puisque j'ai le double cursus du conservatoire et des beaux-arts. Cette question des correspondances entre ces deux formes d'expression artistique, ça a été dès le départ pour moi quelque chose de très important, de très fort, et qui m'a complètement suivie, puisqu'après mes études, je suis rentrée comme guide conférencier au musée d'art contemporain. Et là, j'étais Madame Musique Peinture. Et je me promenais dans les salles immenses et glaciales du musée avec ce qu'on appelait à l'époque un petit magnétophone, tout simplement. Et je faisais écouter du Stockhausen, du John Cage, en rapport avec les œuvres qui étaient là. Donc c'était très surprenant pour les gens d'entendre des trucs comme ça. Et voilà. Donc ça a duré 7 ans. Chiffre symbolique pour moi toujours, puisque dans ma peinture, il y a énormément de symboles et qui sont en rapport avec les chiffres ou avec la musique directement, la manière de composer les œuvres. Alors par exemple, là, nous avons le filtre, qui est une variation d'après l'opéra de Donizetti, l'Élixir d'amour. Ça se passe à la campagne, c'est une histoire d'héritage, et c'est très drôle parce que cette histoire de filtre se retrouve dans énormément d'opéras. Alors je cherche pourquoi il faut passer par un filtre pour arriver à aller vers une élévation, quelque chose qui va nous élever et nous développer humainement. Donc là, c'est plutôt dans le sens comique, mais ça m'a permis de montrer la nature qui va avoir des pouvoirs surnaturels et qui va gérer justement l'idée du temps qui passe. C'est complètement lié à la musique. La musique a un temps qui s'écoule dans notre temps physique. Alors c'est le carré pour moi. Il y a tout un protocole lors du concert avec une ouverture, un climax de l'œuvre, et à la fin les applaudissements. Et là, tout à coup, il y a une angoisse qui s'installe parce qu'on a peur du silence. Et l'esprit va donc mémoriser tous ces instants merveilleux qu'on a vécus dans l'instant musical. Alors pour moi, c'est jungien complètement, puisque ce sont des rêves que j'ai directement et qui vont arriver au petit matin. J'ai juste à dessiner les choses et ensuite à les peindre. Voilà. Mais c'est vraiment issu de toute mon expérience personnelle dans le milieu musical. Donc l'Élixir d'amour, c'est une histoire d'héritage. Cette jeune fille est riche, n'a pas besoin de plaire au jeune garçon qui, lui, n'est pas très fortuné. Et tout à coup, elle apprend qu'il y a eu un héritage. Donc il y a une histoire de filtre d'amour, on tombe amoureux, et c'est assez léger. Voilà. Tout en ayant donc quelque chose de profond derrière, avec cette idée d'évolution dans le temps. Est-ce qu'il y a eu quand même, au fur et à mesure de l'évolution depuis l'enfance, les études, etc., des moments où il fallait tenter de choisir? Est-ce que je vais vers la musique? Est-ce que je vais vers la peinture? Et avant de réussir à réunir les deux, comment ça se passe? Alors déjà, je n'avais pas terminé toutes mes études du conservatoire parce que c'est très long. Je suis restée 10 ans et j'avais fini les beaux-arts avant ça. C'est pour ça que je suis rentrée au musée d'art moderne et que j'ai continué à faire des expos dans ma région, mais assez petitement parce que c'est pareil, la musique, la peinture est arrivée à sa maturité avec l'âge.
et avec mes expériences passées, mes épreuves passées. Donc il y a eu des périodes où, par exemple, je suis rentrée au Capitole et pendant ce temps-là, toutes les choses que j'ai fabriquées, que j'ai créées en art plastique, je les ai détruites. J'en ai pas de traces. Et ensuite, je suis partie à Avignon et là, la peinture a vraiment redémarré complètement. Et je dirais que c'est presque comme des études. Je ne peux pas me comparer aux compositeurs, mais comme quand ils écrivent certaines mélodies qui vont ensuite leur servir pour faire des grands opéras, des grands airs d'opéra. Voilà. Donc il y a toute une période de préparation très technique quand même, parce que c'est atteindre un niveau en peinture, c'est très difficile. On n'a plus tellement de maîtres, malheureusement. On a beaucoup déstructuré, donc la tabula rasa, voilà. Et moi, je cherchais vraiment à étudier, et j'ai fait beaucoup d'expériences, voilà. Si j'entrevois bien, si je comprends bien, il n'y a pas le même enjeu ou la même dynamique sur la peinture et sur la musique. Évidemment, ce sont de toute façon deux médiums différents, mais cette différence de composer ou pas la musique, d'en être l'interprète. Or, sur la toile, par contre, tu es la compositrice. Alors moi, ce qui me plaisait à l'opéra, c'est la notion d'œuvre d'art totale. On est en équipe, tout le monde a sa tâche, mais le résultat, c'est qu'on a créé quelque chose ensemble. Donc ça, c'est très important pour moi. Décor, costume, lumière, musique, chanteur, soliste, tout est réuni, et le chœur, bien sûr, puisque je suis dedans. Mais c'est vrai que quand j'étais au musée d'art contemporain, je faisais beaucoup de solos de musique contemporaine. Ça a été une période vraiment de création, que je ne faisais pas moi-même, mais que j'interprétais voilà, dans des concerts, divers concerts. C'était une période différente. Et puis ensuite, bon, la voix se développant, ça allait plus vers l'opéra et c'était un peu naturel. Donc après mon séjour comme guide conférencier au musée d'art contemporain, je suis partie et je suis rentrée au Capitole de Toulouse, dans les chœurs. Et pour moi, c'était vraiment un moment très important parce que l'art contemporain est assez différent de ce que je peux chercher, puisque je suis plutôt dans la tradition de la peinture à l'huile. Les techniques anciennes que je suis allée chercher dans les grands artistes qui ont voulu nous laisser des traces, du Quattrocento italien, des grands flamands aussi. Et heureusement, certains nous ont donné leurs recettes. Donc, par exemple, les sous-couches, l'importance des glacis, des superpositions de toutes ces gammes de couleurs, et ensuite qui vont permettre à la lumière de pénétrer, d'aller à l'intérieur pour voir la profondeur en réalité. Donc vraiment pour moi, peindre, ça voulait dire aussi être dans la continuité d'une histoire de la peinture, et comme toujours, l'histoire, comme dans la musique, m'intéresse énormément. Donc là, vous êtes dans le Butterfly. Et c'est un opéra de Puccini, grandiose. C'est vraiment sublime. D'ailleurs, il est énormément joué. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné dans cette musique, c'est pourquoi, à la fin, elle doit se suicider. C'est très violent. Donc, j'ai creusé la notion de la condition de la femme pour les geishas. Cette tradition très, très lourde, quand même, pour ces femmes-là, puisqu'elles étaient issues de foyers pauvres, elles étaient vendues par leurs parents, et elles étaient élevées dans des maisons de geishas, mais pour devenir des artistes, des savantes de plusieurs formes d'expression artistique, notamment la danse, les cérémonies du thé, le chant, la musique, etc. Et puis, à leur anniversaire des 15 ans, elles étaient mises aux enchères, malheureusement, pour trouver un protecteur. Donc leur intérêt, c'était de tomber sur l'homme le plus riche et le plus sympathique de la région, et qui va les garder sous leur protection toute leur vie. Donc notre Cho-Cho-san, dans Butterfly, elle va pas faire le bon choix.
Elle espère avoir trouvé un homme qui la sorte de sa condition, puisqu'une geisha ne peut pas se marier. Elle doit rester dans ce monde complètement à part de la société. Et là, elle croit justement être tombée sur le grand amour et que tout va changer et la sortir de sa pauvreté. Malheureusement, l'Américain s'en va sur les mers et lui laisse un enfant. Et elle va chanter des airs somptueux avec beaucoup d'amour dedans. Et elle croit vraiment qu'il va revenir et la sauver. Et en réalité, il revient, il va récupérer son enfant. Et donc elle fait un choix terrible de se suicider. Alors le rouge sang était pour moi très important. Toute la série, il y a eu 13 tableaux sur cette notion. C'était le sang de la naissance, de ce qui donne la vie. Et elle va se transmuter, pour moi, dans ce suicide pour redonner de l'énergie à son fils pour qu'il puisse partir sans les chaînes de ces traditions très lourdes, puisque normalement, il aurait eu à s'occuper du coup de sa maman. Et là, elle part quelque part avec lui et en le libérant. Comment on trouve sa place dans le chœur ? Alors, moi, j'aime beaucoup chanter avec les autres. Je suis moins à l'aise en soliste, c'est pas trop mon truc. Voilà, je suis heureuse d'entendre les harmonies autour de moi et d'observer. En fait, c'est comme pour la nature. Enfant, dans cette montagne où je suis née, j'observais la nature et je me disais, quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je dois faire ici ? Et un jour, j'ai écouté les 4 saisons de Vivaldi et j'ai compris comment un créateur pouvait transcender ce qu'il avait vu et observé. Donc vraiment, je me suis dit, ça y est, moi aussi, je vais devoir utiliser cette nature, ces sentiments que je reçois dans la nature pour en faire des œuvres autant que je pourrais. Voilà. Sur les toiles que tu nous as présentées, si j'ai bien compris, elles sont toutes issues de formes de rêves, d'expériences vécues, en tout cas à l'opéra, de chant. Est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce qu'il est arrivé que tu fasses des toiles qui t'évoquaient une musique, un chant, et qui te donnent envie d'aller chanter quelque chose ? Il y a quelquefois des tableaux qui arrivent, et sur le coup, je ne sais pas pourquoi ils arrivent vraiment, parce que la musique, je l'ai entendue dans le passé, et tout à coup, je réalise que c'est en accord. Par exemple, je pense à une toile que j'ai appelée Sadko, et c'est une œuvre que j'ai jamais chantée en entier. Schwarz
là, vous avez les 3 Nornes, d'après les œuvres de Wagner. Donc, c'est une série qui a commencé par les fileuses, en fait, de Wagner. Nous avons joué il y a quelques années le vaisseau fantôme à l'opéra, un magnifique vaisseau fantôme dans l'eau. Nous avions les pieds dans l'eau. Et il y a une scène qui s'appelle la scène des fileuses. Donc Wagner, là, a été génial. Il a mis à l'orchestre un son de rouet perpétuel qui ne cesse de tourner. Et nous, sur scène, on chante une mélodie récurrente pour parler de ce qui va se passer. Parce que chez Wagner, c'est toujours ça. On distille comme ça le mystère petit à petit dans l'opéra pour trouver une raison, une solution. Mais en fait, au bout du compte, je pense que la recherche de Wagner, ça a toujours été la condition humaine. Et voilà, cette quête d'immensité chez Wagner énorme. Donc, cette série des 3 fileuses a évolué, puisqu'au départ, il y avait le rouet dans mes tableaux, donc le rond encore, qui marque ce temps cyclique de la musique. Et ça a évolué avec 3 femmes et 3 abeilles qui étaient qui remplaçaient le rouet avec ce son travailleuse infatigable, ce son récurrent du rouet. Voilà. Et là, vous voyez les 3 Nornes. Là aussi, Wagner a été très étonnant dans sa tétralogie, donc le Crépuscule des dieux, Götterdämmerung. Il ouvre l'opéra par un trio des 3 Nornes. Et là, c'est grandiose. Pour une fois, il utilise la voix la plus grave des alti, la contralto, qui va ouvrir et installer tout ce qui va se dérouler ensuite dans l'opéra. Donc, elles sont autour de l'arbre sacré, l'arbre de la connaissance, et elles demandent à ses sœurs pourquoi Wotan, que vous voyez symbolisé en cheval, là, pour moi, Wotan, qui était donc dans la mythologie nordique Odin, à l'origine, voilà. Pourquoi a-t-il découpé une branche de l'arbre magique pour le tailler en pieu? Et pourquoi il y a cette puissance qui va rester à l'intérieur de ce pieu? Vers quoi ça va nous emmener? Pourquoi il va devenir le plus puissant des dieux? Et en fait, il y a toujours au fond cette idée d'aller chercher l'anneau magique, qui était au fond de l'eau, encore l'eau des fondements, de ce qui nous construit. Et donc comment ça va lui donner la puissance extrême pour gagner. Donc les 3 Nornes vont s'échanger au début de l'opéra, tout ce qui va se dérouler ensuite, tous les mystères. Par contre, ce ne sont pas des premières divinités, elles sont secondaires. La première divinité, ça va être Erda, par contre, qui, elle, est la mère de toutes les Valkyries et la mère des 3 Nornes. Donc elle sait tout de l'humanité, tout ce qui doit se passer, tout du destin des hommes. Les choses doivent être préconstruites, en fait, dans leur tête. Mais pour elles, donc elles vont filer la vie des hommes, et ils ont des épreuves, et s'ils y répondent positivement, alors elles peuvent toujours renouer la corde qui permettra de continuer. Voilà, donc c'est des rites initiatiques, c'est aussi ça qui m'intéressait dans ces œuvres. Et Wagner était un homme très très savant, puisqu'à l'époque il appartenait à des cercles littéraires. Il connaissait l'ancien allemand, l'ancien germain du Moyen-Âge, et donc dans cette tétralogie, il a même écrit le livret complètement en accord avec la mythologie ancienne, voilà, qui nous a été restituée donc au Moyen-Âge, dans des écrits anciens. Il y a à peu près 20 ans, avec un professeur, je cherchais toujours mon répertoire et j'avais du mal à le trouver. Dans la légèreté, ça ne marchait pas. Et quand il m'a donné les airs de Wagner, c'est sorti en largeur. Voilà, j'ai chanté des œuvres aussi contemporaines, noires comme ça, sombres et puissantes. Ça marchait. C'est pas un choix. Notre instrument, il nous est donné comme ça et il faut faire avec. On ne peut pas le transformer. Mais il se transforme au fil du temps? Oui, il évolue. Il faut beaucoup travailler, ça c'est certain, et se maintenir en forme. Donc manger sainement, dormir beaucoup. C'est une vie quand même d'ascète. Plus encore pour les solistes, je pense. C'est très très dur. Moi, je suis très impressionnée sur ce que font les solistes. Oui, c'est des athlètes. Et j'aime dire aussi que pour moi, l'opéra, j'aime le prendre de la façon, ça veut dire œuvre, opéra, mais pour moi, c'est opérer dans le sens d'opération. Et j'aime aller disséquer justement l'intérieur, comme je vous parlais de l'armure, les bémols, les dièses, comment est composée la musique aussi, qui crée des dessins finalement, dans l'espace. Et toutes ces choses-là, j'essaye de les analyser pour en tirer parti dans mes compositions. Tutta
Campina, Campania, presto! Mi sguardo spia! Voi sapete, Bonaparte, sciolberato, Bonaparte! E benché fu! Fu spegnato, sracellato, e mio papà Belzebù! Chi lo dice sogna vola! E veridica ancora! Corre giunge la notizia! Si festeggi la vittoria! In questa sera gran fiaccolata, voglio di Gola, Palazzo Farnese, in una apposita nuova cantata con Floria Tosca, e nelle chiese inni al Signore, al via vestirmi, a più clamor, via, via, e se vestia! Non mi sola, che lei gloria, viva il re! Si festeggi la vittoria! Questa sera campionata! Voglio vestirmi! Donc nous préparons Tosca, également de Puccini, une grande œuvre magistrale encore, avec des harmonies somptueuses à l'orchestre. Et cet opéra sera donc mis en scène et montré sur grands écrans dans plusieurs villes de la région. Ça veut dire que là, tu es en travail de préparation, justement, en échauffement. En vocal et en mémorisation de l'œuvre. Voilà. Et c'est très intéressant musicalement aussi. Je suis ravie de faire cette œuvre large, puissante. Qui, j'imagine, n'a absolument rien à voir avec le tropisme wagnérien que tu as, c'est-à-dire que c'est tout à fait autre chose. Voilà, c'est l'esthétique italienne, donc c'est du beau chant, du grand chant italien, la voix très développée, mais moins, évidemment, comment dire, chez Wagner, il y a un côté mythologique toujours très très puissant et cérébral, hein, large et noir. Chez Puccini, c'est différent. Bon, c'est non plus pas une œuvre gaie, mais c'est très vocal, c'est très intéressant aussi. Pour l'heure, il est trop tôt pour savoir si ça pourra produire une toile. Ah oui, largement, oui. Mais en même temps, Tosca, c'est encore une femme intéressante à développer, comme j'en ai beaucoup dans mon travail. Question de la condition féminine, qui se défend quand même. Dans les oreilles de Nathalie Selle-Guillard. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra. Un enregistrement réalisé à la Galerie Tresse à Nantes, à l'occasion de la production de Tosca du 5 au 29 mai 2024.